Merci vraiment beaucoup à tous pour votre invitation, pour votre présentation, pour votre présence. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de parler dans cette université devant vous, avec d'anciennes étudiantes et des amis. Donc merci encore et des souvenirs genevois. Enfin, c'est une atmosphère chaleureuse qui me plaît beaucoup. Alors, une malédiction frappe le langage dans ses commencements, le balbutiement, la confusion. Il s'agit d'une punition. Face à l'orgueil de l'homme qui veut escalader les cieux, Dieu multiplie les langues, fragmentant le langage de l'origine en 72 parlers. La construction de la tour s'interrompt, car ainsi que l'évoque l'Ovide moralisé, ce texte du début du XIVe siècle, donc qui traduit Ovide et qui le moralise, qui le tourne vers le christianisme, car quand Lyons demandait Pierre, l'autre, qui pas ne savait son langage et un autre avait, l'y apportait mortier ou sable. Ce récit de la Bible, qu'on lit au chapitre 11 de la Genèse, est présent à l'esprit des hommes du Moyen-Âge et le nom de la tour très souvent commenté. Dans un dialogue du XIIIe siècle entre le philosophe Timéo et son disciple, le jeune prince Placides, on trouve ces remarques. Aucun l'appelle la tour de Balbec, de balbutio en latin, qui vaut à dire baboyer. Les autres, la tour de Baldac, Bagdad. En moute de diverses manières, le nommèrent diverses gens, de cette nuance des langages, fut la terre et le pays vironné, donc des environs, appelé et est encore Babylone, de ce mot Babylon, qui vaut à dire confusion de langage. De ce constat naissent diverses interrogations. Quelle était la langue de l'origine? Que parlait-on avant la catastrophe? L'hébreu, le grec, le latin. Maurice Hollander évoque la question dans les premières pages de son ouvrage « Les langues du paradis ». Au Moyen-Âge, on imagine des expériences pour essayer de répondre à cette question. Le franciscain Salim Bene d'Adam de Parme rapporte dans sa chronique, qui date de 1283, autour de 1283, l'expérience tentée par l'empereur Frédéric II, faire élever des enfants sans que nul ne leur parle. Et vous connaissez la conséquence, elle est horrible. Il voulait en effet savoir s'ils parleraient la langue hébraïque, qui fut la première, ou bien la grecque, ou la latine, ou l'arabe, ou s'ils parleraient toujours la langue des parents dont ils étaient nés. Mais il se donna de la peine sans résultat, parce que les enfants ou les nouveau-nés mouraient tous. On se pose une deuxième question. Quel fut le premier mot prononcé et par qui? Dante s'en inquiète dans le De Vulgari Eloquentia, au chapitre 4 du premier livre. La Genèse dit que ce fut Ève répondant au serpent. Impossible pour Dante. Le langage ne peut avoir été inventé par une femme. Donc, contre la Genèse, il affirme « Il est pourtant plus raisonnable de croire que l'homme parla en premier ». Pour lui, le premier mot prononcé fut certainement la syllabe hébraïque « El » qui signifie « Dieu ». Et il reste à déterminer pour Dante si ce fut dans une demande ou une réponse. La réflexion en fait est infinie. On se fait sensible au bruissement des langues qui caractérise la situation linguistique du Moyen-Âge, à savoir le bilinguisme. La translatio est perpétuelle du latin
au français pour les clercs, mais aussi du celte au français ou entre différents autres idiomes. Il est significatif que Marie de France, au XIIe siècle, donne le nom de ces laits qu'elle tire de récits bretons dans différentes langues. Ainsi, du lait du bisclaveret, elle dit « bisclaveret à nom en breton, Garoulf l'appelle lit normand ». Il s'appelle bisclaveret en breton, les Normands l'appellent Garoulf, loup-garou. Ou encore, à propos du lait du laustique annonce mes vies, s'il appelle en leur pays, soe rossignol en français et nightingale en dreit anglais. Alors, quelle est l'utilisation littéraire de ce mythe des origines et de cette situation linguistique? C'est-à-dire, ma première partie, ça sera comment est rejoué Babel. La convocation de langues multiples est un jeu fréquent dans la littérature médiévale. Des textes s'écrivent sur ce ressort du multilinguisme dans des buts très divers, très souvent satiriques. Le troubadour Rimbaud de Vaqueyras compose une tanson, ça veut dire un débat, je traduis « Dame, je vous ai tant prié », qui est un dialogue bilingue avec une dame génoise. La dame, dans sa langue, le génois, et par son ton, démonte le discours de la fine amour du poète provençal. Elle lui dit, donc je traduis ce génois, « Jongleur, je n'estime pas un sous-génois ton provençal, et je ne te comprends pas mieux qu'un allemand, un sarde ou un berbère. Belle messère, je te dis beau monsieur, je te dis la vérité, je n'aime pas ce latin-là. » Alors, il faut savoir que latin a le sens général de parler dans les langues médiévales et qu'il s'emploie même pour désigner la langue des animaux. La dame feint l'incompréhension pour critiquer en fait un discours qu'elle estime vide, et Rimbaud produit également un autre texte, un descore, donc, ce qui est un genre lyrique, comme le titre, le nom l'indique, fondé sur la notion de désaccord, mais un désaccord qui est double, un désaccord métrique et un désaccord sentimental. Et en 5 langues différentes, provençal, italien, français, gascon et portugais, il écrit cette pièce, chaque strophe étant écrite dans une langue différente, et l'envoie reprenant les 5 langues par groupe de 2 vers. Donc c'est des exemples absolument magnifiques de cet attrait pour le multilinguisme et cette façon de circuler, bon, ce sont des langues romanes, hein, mais quand même entre ces différentes langues. Donc par les langues citées ou mentionnées, on évoque en une sorte d'exotisme linguistique, si l'on peut dire, la diversité des pays ou l'agitation d'une cour. C'est ce que fait Guillaume de Machaut dans Le Remède de Fortune, où pour rendre l'animation qui préside à la préparation d'un repas, il crée une sorte de chantier de Babel ironique. Qu'il les veuillisse trotter et court, herbe apporter, tapis escourt, battre les tapis, braire, crier et ramoner, et se battre, et l'un à l'autre à raisonner, donc s'adresser les uns aux autres, français, breton et allemand, lombard, anglais, hoc et normand, et maintes autres divers langages, c'était à ouïr droite rage. Donc c'était à entendre une véritable frénésie. On suggère aussi l'étrangeté de lieux, tel l'enfer ou le paradis, dans leur contraste, par ce jeu avec une référence aux langues. Dans la farce, une farce de la fin du Moyen-Âge, la résurrection de Genin à Paume, donc Genin, le petit Jean, revient de l'enfer, et que parle-t-il? Une langue parsemée de picardisme. Donc le trait satirique, ça signale que l'enfer est peuplé de picards. Et dans une farce sur le même sujet, la résurrection de Genin, vous voyez c'est le même moule, de Genin Landor, cette fois-ci ce Genin rentre du paradis et il s'exprime en latin macaronique.
Et enfin, le jeu sur la langue macaronique aura de beaux jours après au XVIe siècle avec le texte qui s'appelle Merlin Cocaille. Mais je passe là-dessus. Mais cette utilisation satirique du jeu avec les différentes langues est tout à fait intéressant. Donc, on fait de ce mélange des langues un ressort du comique et de la moquerie, et de la tromperie aussi, et de la fausse compréhension. Nombreux sont les textes où l'on raille le français parlé par les Anglais. Leur pratique approximative de la langue française induit une série de quiproquos, tel ce français parlé par le comte de Gloucester dans un roman du XIIIe siècle de Philippe de Beaumanoir, Jehan et Blonde, ou tel, peut-être vous connaissez mieux, le jargon de Renard Jongleur, où le jeu repose sur la confusion grivoise entre fut, donc le verbe être au passé, mais prononcé fut à l'anglo-normande, donc foot, et bien sûr, enfin, le verbe foutre qui va caractériser le personnage de Renard. Et on observe le même jeu dans de courts textes satiriques qui sont assez nombreux, La paix aux Anglais, le privilège aux Bretons, qui ont été répertoriés déjà dès le XIXe siècle par Francisque Michel. Donc, sont visés au premier chef, pour des raisons historiques, les Anglais, mais aussi tous ceux qui parlent la langue tudesque, c'est-à-dire l'allemand, le tioué, et le jeu s'étend en fait à toutes les régions où des langues diverses entrent en contact. Dans un texte qui s'appelle Le Tournoi de Chauvency, Jacques Bretel, c'est un texte qui relate un tournoi qui s'est réellement tenu, on en connaît la date, en octobre 1285 en Lorraine. Bretel se moque d'un chevalier allemand. Ce dernier, le chevalier allemand, se vante en faisant des fautes de bien parler roman. Et voilà ce qu'il dit: la bonne Françoise tresse toutes sait. Alors que, donc, pour l'auteur, il fastrouille, il paragouine, le mot est intéressant, dans un roman bâtard. Et le qualificatif est significatif parce que, vous le voyez, il lie la faute de langue et la faute de lignage. La langue est adultérée, comme peut l'être la transmission du lignage par une femme adultère. Donc ce roman bâtard, c'est une expression très forte et qu'on peut retenir. Donc, langues étrangères, étranges et transparentes tout à la fois, que le décryptage soit précis ou que les textes recourent à un effet de traduction, jouant sur deux registres, disant dans le même temps des choses différentes, voire contradictoires. La surface de la langue apparente est ridée par la langue qui s'entend au-dessous. J'appellerais volontiers ce procédé la technique du motet. Des voix se superposent. Et les sermons joyeux du XVe siècle usent avec faste de cette technique. Un thème donné en latin est traduit, entre guillemets, en français, puisqu'il faut comprendre ce mot « traduire » dans un sens très particulier. Les mots qui composent la phrase latine sont remplacés par leurs homophones, sans qu'il soit question du sens. Leurs homophones en français. Je vous donne un exemple. Il y a un sermon qui s'appelle le sermon de la chopinerie. Chopinerie, ça veut dire de l'ivrognerie. Ou, par exemple, vers 8, tu collais matronas tutte, donc si je traduisais ce latin, tu cajoles toutes les femmes, ça devient tu es Colin, maître et tuteur. Ça n'a aucun rapport, si ce n'est que coller, Colin, etc., matronas. Bon. Et un bel exemple, le plus bel exemple, c'est un texte absolument magnifique, c'est le jeu qui est offert par la farce de Maître Patelin. Dans un premier temps, Patelin, pour tromper son créancier, mime le délire et parle successivement limousin, picard, flamand, normand, breton, lorrain et latin, mais il est trompé lui-même par l'onomatopée unique employée par son berger, ce son qui déjoue le langage, B, qui est le cri de la bête, qui fait de lui le rusé, un sot.
Donc le texte ramène à un en deçà de la langue, à une syllabe primitive qui réduit à néant la luxuriance des idiomes et leur pouvoir captateur. Donc j'aimerais examiner maintenant cet en deçà et cet au-delà de la langue. Les textes médiévaux explorent en effet en deux mouvements de sens inverse les langages qui jouent sur des sons onomatopéiques. Je prends l'exemple du langage de la femme dans certains contextes comiques et satiriques et celui du langage des animaux et en particulier de quelques oiseaux. Alors que le langage de la femme est ce qu'on pourrait appeler désémantisé, ramené au bruit d'objets ou au son émis par les animaux, voire au langage des diables, on entend une langue qu'on s'applique à déchiffrer dans le langage des oiseaux. Donc, vous voyez bien l'enjeu idéologique de l'opération. La femme ne participe pas au même type que l'homme de la rationalité. En revanche, l'oiseau peut accéder à un langage articulé, en quelque sorte. Alors, comment se passe ce travail sur le langage de la femme ? La femme, tout d'abord, peut être comparée par sa parole à un animal, et tout particulièrement, vous pourriez le deviner, à la poule ou au singe. Quand elle est comparée à une poule, deux traits la caractérisent principalement, la crête, et la crête qui est le signe de son orgueil, de son agressivité, et le bec qui désigne sa parole. Et on voit dans les textes des noms crétrelles, par exemple, qui est le nom d'un type de femme gaie et légère. Par exemple, dans un texte de Guillaume Coquillard qui s'appelle Le monologue du bain, où dans les évangiles des Quenouilles, on rencontre une vieille du nom d'Isabelle de la Crête rouge. Non seulement elle a une crête, mais rouge en plus. Voilà. Et poule, donc la femme caquette. C'est le mot qu'on va par lequel on va désigner son langage. Et que bonnes sont caquetières, allemandes et prussiennes, dit Villon, dans sa ballade des femmes de Paris, sur le refrain « Il n'est bon bec que de Paris ». Ce caquettement est rendu, dans certains textes, par une série d'onomatopées redoublées. On lit par exemple dans un sermon joyeux de la Patience des femmes, Titi, tata, 12 pour 13. Et ils, c'est-à-dire elles, ont plus de babil que 16. Mélo, méli, à qui en aura, Harry, Barry, Harry, Barra. Donc, le langage de la femme, c'est l'onomatopée et l'onomatopée redoublée. Et quand elle est assimilée au singe, la femme barbotte et marmotte. Par exemple, toujours ce monologue de Coquillard, donc petite bouche à barboter, ba, 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 font ces godinettes quand elles veulent caqueter. Et vous notez tous les éléments de la moquerie, les onomatopées, les diminutifs, godinette, donc drôlesse, et le verbe cacter. Donc la femme émet des sons qu'elle ne maîtrise pas, par trop de loquacité, c'est le babil, le caquet. Vous pourriez penser, par exemple, encore au XVIIe siècle, au texte qu'on appelle les caquets de l'accoucher, c'est-à-dire cette sociabilité particulière de la femme au chevet, de la femme qui vient d'accoucher. Et les auteurs du Moyen-Âge s'attachent en particulier au portrait des femmes à l'église. Éloi d'Amerval, qui est un chantre d'une église d'Orléans, les présente ainsi dans son livre de la Diablerie. Il les fait beau voir barboter en leurs heures et marmotter comme singesse et marmot ça désigne le singe, voire elles n'en savent pas deux mots les plusieurs. Donc elles bafouillent et marmottent leurs heures, alors comme des singesses et des singes, alors qu'en vérité, la plupart n'en savent pas deux mots. Donc la femme même, pour les plus misogynes des auteurs, n'émet plus de borborigme, mais de purs sons sans sens. Elle sonne ainsi qu'une horloge. C'est la vision qu'en donne en latin Mathéolus dans ses Lamentations au XIIIe siècle, vision que traduit un siècle plus tard, traduit en français, Jean Lefebvre, et
Jean Lefebvre qui critique cette vision dans son livre de Léès, mais il a d'abord traduit le texte de Mathéolus, donc on a entendu la critique. À une horloge à comparer femme, Janierte si bien parée, et dit que la femme noiseuse n'est honte que de sonner oiseuse. Il a comparé la femme à une horloge, si bien parée puisse-t-elle être, et dit qu'une femme querelleuse, noiseuse, n'est jamais lasse de sonner. Mathéolus donc s'emploie, et ça c'est le comble, à trouver une explication à cette noise des femmes, à ce bruit, et Jean Lefebvre traduit l'explication qu'a proposée Mathéolus, car elles sont d'os, les femmes, et nous sommes, nous les hommes, faits de terre en notre personne, et l'os plus haut que la terre sonne. Donc c'est absolument superbe de voir à quoi sert la rationalité. On imagine une rationalité, oui, l'os sonne plus que la terre, tout ça pour une remarque purement idéologique, la femme parle trop et trop fort. Mais déjà Salomon, dans ses proverbes, dans la Bible, avait comparé les récriminations incessantes de la femme à un bruit du monde inanimé. Une gouttière continue dans un jour de pluie, et une femme querelleuse sont choses semblables. Donc, les gouttes de pluie et le bruit de la femme querelleuse. Du point de vue de l'antiféministe, qu'est Mathéolus, la langue de la femme devient un jargon, un patois. Elle est, à proprement parler, la langue de l'autre, la langue de quiconque ne possède pas la raison, bête muette, petit enfant, infans, le mot infans c'est fait sur le latin fari, parler, et les textes rendent les sons ainsi produits par des onomatopées. Jean Gerson expose le mécanisme de l'interjection dans son texte qu'il a intitulé le Canticordum aux pèlerins, le chant du cœur, et on en a une version en latin et une version en français. Mêmement, nous connaissons ces passions, mouvements ou affections, est-ce petits enfants, voire est-ce bêtes mues, par voix ou son qu'ils montrent par dehors, lesquelles voix nous disons en grammaire interjection. Et en commun langage, on l'appelle aucune fois dégoisement, ou patois, ou jargon, ou rage. Et brièvement, chaque oiselle ou bête à propre son. De ces langages pervertis, travestis, le diable est l'inventeur. Et il l'avoue dans le livre de la diablerie, donc ce livre que j'ai évoqué des lois d'Amerval, où on est à la fin du XVe siècle, où Satan s'adresse à Lucifer, tout jargon et tout jobelin et tout langage contrefait, vilain, ne les ai-je pas faits pour mieux enseigner mes trompeurs. À l'inverse, le gazouillement des oiseaux, et en particulier le chant du rossignol, est interprété, déchiffré comme un langage. C'est le chant de Philomèle, aussi au dernier vers du récit, dans l'Ovide moralisé qui reprend le récit de Chrétien III. Femme, Philomèle avait été violée par son beau-frère, Thérée, qui lui avait coupé la langue pour qu'elle ne puisse révéler le forfait. Elle l'avait dénoncé malgré tout en brodant le récit de son malheur. Donc la dénonciation se faisait par un changement de médium, de l'oral à un écrit figuré. Métamorphosée en oiseau, le rossignol, elle retrouve une voix non plus humaine mais animale, donc changement non plus dans le moyen d'expression mais dans l'ordre de la création, et crie sa vengeance dans son chant, aussi, qu'on entend donc comme le verbe oxyre, tuer. Donner aux notes du chant du rossignol la valeur de paroles articulées devient un motif très important de la littérature médiévale. Dans le domaine comique et satirique, c'est le dialogue, par exemple, qui s'instaure entre le trompeur, Eustache le moine, et le comte qu'il persécute, caché dans un nid d'escoufle. L'escoufle, c'est une sorte de milan, qui est un oiseau de mauvaise réputation au Moyen-Âge. Cet Eustache, qui est un moine dévergondé, imite le chant du rossignol, et le comte qui entend ce chant le décrypte
comme une série d'injonctions à agir et conclut de manière comique, dit Lequens, il n'est mi folle qui croit conseil de l'Ossignol. Il n'est pas fou celui qui croit le conseil du Rossignol. L'Irossignol m'a bien appris à venger de mes ennemis, car l'Irossignol si m'écrit que je le fier et que l'oxy. Donc, dans le domaine lyrique ou moral, c'est l'avertissement du rossignol ou médisant, donc vous voyez, à la fois dans le domaine satirique, dans le domaine lyrique et moral, et la plupart des textes qui convoquent cet oiseau décryptent son chant. L'élément constitutif retenu est l'impératif oxy, mais il peut être complété d'une gamme de mots mono ou bisyllabiques du type fuis, fier, tue, tout ça à l'impératif, trahi. Et on pourrait dire qu'il y a une phonétique du chant du rossignol dans les textes, comme il y en a une syntaxe et une sémantique. Ce dernier est à entendre comme un oracle, comme la voix de Philomèle métamorphosée qui crie vengeance et avertit les méchants du châtiment. Alors, Babyle, la réflexion sur l'étrangeté dans le langage se marque au Moyen-Âge par la focalisation fréquente sur une figure, celle du bègue, voire du muet. Et on peut se demander en effet, avec le pseudo-Aristote et le pseudo-Hippocrate, pourquoi les mélancoliques sont bègues et pourquoi ils sont poètes. C'est le célèbre problème 30 attribué à Aristote. Charles d'Orléans, au XVe siècle, rappelle ce lien de la mélancolie et du bégaiement dans une ballade où il évoque le symptôme de cette affection, bégayant et changeant couleur par le vent de mélancolie. Quel rapport y a-t-il entre la poésie et le balbutiement, c'est-à-dire un découpage autre de la chaîne sonore? Que signifie une parole hachée, tranchée? Quel est ce rythme qui est aussi celui du cheval qui achoppe, qui bute sur une pierre? Celui également de l'ivresse qui embarrasse la langue et fait buter sur les mots. Le matériau phonique de la langue tisse des liens entre choper, achoper, chopiner au sens de buter, et chopiner qui signifie s'adonner à la chopine. Je ne sais pas si vous connaissez le mot chopine en français. À Lyon, ça désigne ces petites bouteilles de vin avec lesquelles on boit le Beaujolais. Donc chopiner, s'adonner à la chopine, boire trop de vin. Bernard de Gordon, médecin de l'université de Montpellier au XIIIe siècle, note dans sa pratique le premier membre où apparaît le signe d'ivrognerie, c'est à la langue, par la grande multitude des nerfs qui y sont, et commence à bégayer. Eustache Deschamps, au XIVe siècle, crée un ordre de la baboue, qui est un ordre de buveurs et de poètes. Son nom, qui désigne la grimace, place cet ordre sous le signe du singe, jouant sur cette syllabe élémentaire, bab, avec B redoublé, que l'on retrouve par exemple dans le français moderne dans le mot babouin. L'éloquence, c'est ce qui coule de source, pourrais-je dire. La poésie, c'est ce qui bute et par là même désémantise et resémantise autrement les mots. Le vers, c'est ce qui verse, trébuche au bout de son sillon, c'est l'étymologie du mot vers, mais aussi ce qu'on verse, non pas eau, mais vin. La poésie propose du matériau sonore une analyse nouvelle, elle suggère un autre arrêt sur les mots qui fasse étincelle de sens, étincelle d'image. Et ceci, quelquefois, au sens propre. Je pense en particulier aux ballades figurées. À celle en particulier, vous avez la photocopie dans laquelle Jean Molinet, donc rhétoriqueur du XVe siècle, qui remplace les rimes qui désignent des noms de fleurs, glais, bouton, pensée, lys, rose, donc dans chaque strophe, il remplace le mot
par la fleur correspondante. Donc le lecteur est invité à un décryptage qui mêle un langage figuré et un langage ordinaire, pourrait-on dire. Et ce qui me paraît le plus somptueux dans cette ballade, outre que le jeu est assez frappant et assez fort, c'est que le mot prose, qui apparaît au vers 35, se segmente entre un P initial et la suite, qui est le dessin d'une rose. Donc la prose, c'est P plus rose. Enfin, il y a quelque chose là d'absolument somptueux sur la réflexion sur le langage. Le procédé des ballades figurées, ce n'est pas la seule qui existe, pousse aux limites par le changement de médium, ce vers quoi tend toujours la versification, la poésie, changer le débit de parole, varier l'intensité des mots, en faire sortir les énergies cachées. Faire sortir dans le mot prose le mot rose, c'est pas mal. Car il est toujours question de tempo, de rythme, de pause et de silence. Et de ce phénomène, la question du bégaiement le montre bien. Il y a en effet, pour le Moyen-Âge, deux bégaiements. Un mauvais bégaiement par excès de rapidité qui n'est autre que bafouillage. C'est le balbutiement des moines et des nonnes qui, par exemple, chez Gauthier de Coincy, volent à Dieu ou à la Vierge la louange qui leur est due, qui se débarrassent de leurs prières pour courir à d'autres occupations, au marché, à la foire. « Mais bien ne me salue-mille qui trop se hâte, bel ami », dit la Vierge à sa dévote Eulalie, dans le miracle de la nonain à qui Notre-Dame abrégea ses saluts. Alors, il faut noter au passage le nom programmatique du personnage, Eulalie, la bonne lallation, le chant primaire harmonieux, celui que chante la nourrice pour endormir l'enfant. Pour Gauthier de Coincy, il faut s'arrêter sur les mots, les sucer, les mâcher, les savourer, en faire sortir le suc, la saveur. S'il ne s'acquitte belle notre gente, ne la saveur des mots n'entrait, qui ne siomouait, qui donc psalmodie un peu attrait, en prenant posément, en prenant du temps. Pour nient dit ne chante heure, s'il qui ces mots bien asseveur, que vaut morceau qui bien ne mâche. Qu'est-ce que vaut un morceau si on ne le mâche pas bien? Il faut, en d'autres termes, mettre du silence dans son champ d'action de grâce. Et le diable le sait, qui, selon Gauthier de Coincy, nous pétille et nous pointe que n'y façon mettre n'est point, qui donc nous pique et nous aiguillonne tant que nous ne marquons ni mesure ni pause. Donc c'est une esthétique du fragment, du blanc. Isidore de Séville rappelle que Carmen est lié à carminare, parce qu'on récite un poème par morceau, carptim, voilà l'étymologie qu'il donne. Le ralentissement nécessaire à la diction, sa brisure, qui donne au sens l'occasion de se manifester, de jaillir, se trouve à l'opposé dans le bégaiement positif, celui de Moïse dans la Bible. Celui du vieil pèlerin dans le songe éponyme de Philippe de Mézières. Philippe de Mézières fait dire à Moïse, fait dire en parlant de lui-même, lui le vieil pèlerin, car je puis dire avec Moïse, parlant à Dieu, que je suis bègue et ne sais pas bien parler. Or Moïse est poète, Thomas Sébillet le rappelle dans son art poétique français de 1548, donc au milieu du XVIe, Moïse, premier divin prêtre, premier conducteur du divin peuple et premier divin poète, après avoir triomphé du danger de la mer Rouge et de la cruelle malice de l'Égyptien Pharaon, chanta-t-il grâce et louange à Dieu autrement qu'en vers poétiquement mesurés. Et on pourrait dire, il y a derrière cette idée que Dieu fait parler qui il veut, il fait parler le vague, il fait parler le muet, et dans la Bible, c'est l'histoire de l'ânesse de Balaam, il fait parler l'ânesse de Balaam. La liste des modèles célèbres d'orateurs ou de poètes bègues est longue. Démosthène,
Ésope, Alcibiade et, pour le Moyen-Âge, Notker, moine de l'abbaye de Saint-Gall, ce bègue sublime, selon la formule de Charles-Albert Cingria. Le bégaiement se désigne alors comme une qualité particulière de la langue, ce que j'appellerais une étrangeté fondatrice, et une figure mythologique que l'on rencontre dans la poésie médiévale me permettrait, si j'avais plus de temps, d'approfondir cette question. C'est celle de la nymphe Écho. Je saute un petit peu ce développement pour ne pas trop, pour laisser un peu de temps pour les discussions. Pourquoi Écho? Parce que Écho, la parole d'Écho, elle est fondée sur la reprise. Elle est fondée sur la reprise, sur le refrain, caractérisé par son rythme, une parole recoupée. La voix d'Écho est, pour le Moyen-Âge, presque, on pourrait dire, la voix de la poésie même. Elle s'énonce dans des circonstances particulières. La solitude, les lieux donc, où elle se fait entendre sont les forêts, les eaux, et l'Ovide Moralisi signale « Elle est accoutumément ouïe en bois et en vallée ». Christine de Pisan indique « Elle répond aux gens en ces vallées et sur rivières ». Et Villon, dessus rivière ou sur étang. La place d'Écho dans la poésie de Villon est tout à fait remarquable. Il s'agit simplement de 2 occurrences, mais pour un corpus qui n'est pas très abondant, donc c'est pas mal, 2 occurrences pour un petit corpus, et chaque fois, c'est ça qui m'a frappé, Écho est citée seule, sans Narcisse, et elle prend place dans la pièce La Ballade des Dames du Tangédis et la louange à Marie d'Orléans, où le poète livre une réflexion sur le rôle du retour, de la répétition dans le lyrisme. L'envoi de la Ballade des Dames du Tangédis se termine sur le vers « Qu'à ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan ?» Et on trouve 2 mentions parallèles dans la louange à Marie d'Orléans. À ce propos, un dit ramène de sage mère, sage enfant. Et dont en ce refrain me transporte, on doit dire du bien le bien. Ce refrain, d'ailleurs, par le heurt des 2 mots, dire du bien le bien, 2 mots qui se succèdent, est comme une illustration du phénomène de l'écho. Pour les poètes médiévaux, de même qu'il y a 2 types de bégaiement, un bégaiement mauvais par trop de hâte et un bon bégaiement parce qu'on approche de l'essentiel, il y a 2 types de redites, l'une pure répétition est condamnée par la rhétorique, l'autre peut être un signe de vérité. C'est par exemple la position de Guillaume de Machaut dans le Vuerdi. Si ces choses sont dites 2 fois, c'est parce que je veux m'approcher au plus près de la vérité. L'étrangeté dans la langue du Moyen-Âge est une étrangeté, si je reprends le parcours que je viens de suivre, est une étrangeté de l'enfance, de l'infance au sens étymologique, donc enfance des origines, avec la réflexion sur Babel, enfance recréée par l'invention de langues onomatopéiques, d'un alphabet élémentaire, de syllabes et de sons, ba, bu, qui décompose la langue d'origine et qui la fait bégayer. Cette réflexion sur des particules élémentaires prend des formes différentes. Jeu sur des mots grammaticaux, mono ou bisyllabiques, tels ça, là, si, tel, particulièrement frappant dans les refrains de rondeaux dits à rentrement au XVe siècle, on ne reprend que ce petit mot, ou jeu avec les notes de la gamme chez les rhétoriqueurs. Il s'agit en fait d'un phénomène général dans la pensée de la poésie. Pensez à l'aboli-bibelot du sonnet de Mallarmé. Aboli-bibelot fait signe à Babel. Et pensez à notre syllabe bab que j'ai évoqué dans le cours de mon développement, où la première voyelle, le A, fait miroiter en quelque sorte la deuxième première consonne, deuxième lettre de l'alphabet dans Bab. Donc il y a vraiment une réflexion
approfondie sur cette étrangeté dans la langue et sur ce mythe de Babel. Dans une de ses chansons, ferai un vers post-mi sommeil, je ferai un poème puisque je suis endormi, qui est donc un poème sur le non-sens. Guillaume IX, le premier troubadour, se fait passer pour muet auprès de deux dames et il dit à l'une, alors je traduis, je ne lui dis ni bas ni but, je lui parlais, c'est un peu grossier et érotique, mais bon, je ne lui parlais, si vous lisiez le texte directement, ni d'outil ni de manche, mais lui dit seulement babariole, babariole, babarion. Je ne lui ai dit que, et puis ces mots étranges. La littérature médiévale a exploré ces langues, langue réelle, langue imitée, langue inventée. Elle a exploré également les limites du langage, des sons et des sens que l'on retrouve dans la phatrasie, où on trouve par exemple des formules « je suis muet pour bien parler ». Donc ce jeu avec le non-sens, avec la contradiction. Les muets parlent au Moyen-Âge et ils parlent cette étrange langue ou cet étrange langage de borborigme que dit l'ivresse. Dans un fatras de Baudet-Hérin, nous sommes au XVe siècle, un sourd-muet médecin recommande en allemand-latin, pour se mieux garder d'enivrer, il n'est bevrage que de vin. Donc oui, le jeu avec les impossibilia. Un sourd-muet médecin, il recommande en allemand-latin, et pour se mieux garder d'enivrer, pour mieux se protéger de l'ivresse, il n'est breuvage que de vin. Étrangeté du balbutiement enfantin, le balbutiement puéril, que déplore au XIIe siècle Giraud de Bary, par exemple, qui déplore que son neveu soit incapable d'apprendre le français. Mais ce balbutiement puéril peut, dans certains cas, être par défaut, peut devenir par défaut, en quelque sorte, poésie. Et ça, je dirais, au Moyen-Âge comme aujourd'hui. Pensez à la faute de français sur laquelle commence le Fou d'Elsa d'Aragon. Aragon qui connaît admirablement le Moyen-Âge. Et le Fou d'Elsa commence la veille où Grenade fut prise. Il y a une faute de français, il y a une faute de syntaxe. Ou pensez au fantasme d'Albusius, dans le nom duquel Albusius s'entend le balbutiement. Et ça, c'est le roman de Pascal Quignard. Ou on peut penser aussi au cornet, d'où jaillissent les dés qui comptent autant de points, 21, que les lettres de l'alphabet. Cette image du cornet de dés et des lettres qui vont apparaître, c'est une image d'Éloi d'Amerval que j'ai eu l'occasion d'évoquer à propos des diables. Et on peut donc conclure avec Paul Valéry, un écrivain véritable est quelqu'un qui ne trouve pas ses mots, alors il les cherche et il trouve mieux. C'est au sens propre un troubadour, un trouvère. Je vous remercie.